Bonsoir à tous, nous sommes en direct ce soir avec Anthony Farnet. Bonsoir Anthony, merci d'avoir Bonsoir. accepté cette invitation. Anthony, vous êtes ingénieur agroalimentaire, chercheur en alimentation prévention, d'alimentation préventive, durable et holistique. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots votre parcours et on va commencer à discuter donc du sujet de ce soir qui sont l'alimentation ultra transformée. Oui, merci de votre invitation. Donc, effectivement, je suis chercheur, je suis de formation ingénieur agroalimentaire. J'ai fait ensuite un doctorat en nutrition humaine. Donc, ça fait aujourd'hui à peu près 23 ans que je fais de la recherche, principalement publique. Je suis chercheur en alimentation préventive à l'origine, et donc j'ai rajouté durable et holistique parce que ce sont des mots très importants. Alors, l'alimentation préventive, en fait, ça veut dire en fait essayer de trouver des facteurs, des paramètres dans les régimes alimentaires pour essayer de vivre le plus longtemps en bonne santé. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les personnes en bonne santé et qu'elles restent le plus longtemps. Parce qu'aujourd'hui, donc l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans à peu près, hommes et femmes confondus. Et l'espérance de vie théorique, donc quand on est, combien de temps on peut vivre sur Terre, c'est à peu près 83 ans. Donc on vit 20 ans en mauvaise santé et on observe en fait que l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire jusqu'à 63 ans, depuis plusieurs années n'augmente plus et tend à stagner. Elle a même diminué depuis les années 80. Donc ça, c'est un enjeu important, sachant qu'on peut un tiers des 20 ans vécus en mauvaise santé pourrait être prévenu par une meilleure alimentation. Donc ça fait 6-7 ans de gagné, donc l'enjeu est vraiment de taille. Donc ça, c'est l'aspect préventif. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens sains et qu'ils le restent le plus longtemps possible. Ensuite, durable, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment l'acte de manger impacte non seulement la santé, mais aussi la planète dans son ensemble, avec les différentes dimensions. On aura l'occasion d'y revenir. Notamment, on a travaillé là-dessus avec un collègue pour développer la règle des 3B. Et holistique, c'est le mot-clé en fait, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a fait beaucoup de préventifs en alimentation sur toute la planète, mais avec un logiciel qui est le logiciel réductionniste, qui n'est pas mauvais en soi, mais qui a été poussé à son extrême. Pour faire simple, là aussi on pourra y revenir après, c'est de considérer, d'avoir une approche de l'aliment comme une seule somme de nutriments. L'aliment, c'est une somme de protéines, lipides, glucides, minéraux, vitamines, fibres, mais sans tenir compte en fait du lien qui unit les nutriments. Et donc l'approche holistique, justement, dans un système, elle s'intéresse pas aux parties, c'est-à-dire les nutriments pour l'aliment, mais elle s'intéresse aux liens qui vont unir les parties. Donc le mot-clé de l'approche holistique, c'est le lien, mais dans tout système, que ce soit un système alimentaire, on va s'intéresser aux liens entre les entités d'un système, entre les arbres, les haies, les cultures, par exemple. Et en alimentation, donc il y a deux niveaux d'approche holistique. Donc d'abord l'approche holistique de l'aliment. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le lien qui unit les nutriments. Et donc ça nous amène à la matrice alimentaire, le fameux effet matrice qui est fondamental. Et voilà. Et donc moi, l'hypothèse que je pose et qui est de plus en plus confirmée, c'est qu'en fait, les maladies chroniques ont beaucoup plus à voir leur explosion avec la dégradation de ces liens qu'avec les nutriments eux-mêmes, c'est-à-dire qu'avec la composition ou les parties constitutives de l'aliment. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est un peu cette approche nouvelle que je veux porter et qui est aussi validée et confirmée par de plus en plus de résultats scientifiques. Mais on peut l'observer dans de nombreux domaines de la société. On voit bien qu'à force de couper les liens dans les systèmes, à tout fractionner, eh bien on détruit finalement la bonne santé des systèmes et la résilience de ces systèmes. Et donc voilà, donc en tant que chercheur holistique, moi ce qui m'intéresse c'est les liens plutôt que les parties constitutives elles-mêmes. Donc c'est d'ailleurs ce que vous expliquez, puisqu'il faut préciser que vous êtes auteur également d'un livre qui s'appelle Halte aux aliments ultra transformés. Donc ce n'est pas un livre contre, on va le préciser, effectivement les industries, les grands magasins, mais c'est un livre qui explique justement scientifiquement ce que vous venez de nous dire. Et Oui. donc, est-ce que vous pourriez donc apporter une précision pour le public qui nous regarde entre les aliments transformés et ultra transformés? Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de malbouffe, etc. Mais Oui. souvent, on ne connaît pas la différence, on ne sait pas forcément les retrouver. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu la différence et, voilà, par rapport à tout ce que vous avez justement décrit dans votre livre? Oui, tout à fait. Alors, dans le bouquin, il y a l'équation fondamentale de ce bouquin, en fait, qu'on peut lire entre les lignes,
c'est une équation qui est vraiment très très importante à comprendre. C'était ce logiciel réductionniste qui n'a fait considérer les aliments que comme somme de composés, a amené à les fractionner, à ensuite isoler les ingrédients, à les recombiner avec des additifs, ce qui a donné les aliments ultra transformés. Et ensuite, comme on associe, si vous voulez, il y a une quarantaine d'études aujourd'hui publiées à ce jour depuis 2011 sur les ultra transformés et la santé. Comme une consommation excessive de ces aliments est associée à un risque accru significatif de maladies chroniques, on pourra y revenir aussi, j'y reviendrai. Bah, en fait, il n'est pas exagéré de dire que cette pensée réductionniste extrême, déconnectée finalement de la réalité et du bon sens, a contribué à développer les maladies chroniques. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que l'alimentation préventive, qui n'est que réductionniste, ne pourra pas prévenir les maladies chroniques, parce qu'on ne peut pas utiliser le même logiciel qui a contribué aux maladies chroniques pour les prévenir. C'est totalement ubuesque. C'est ubuesque. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge de mon ouvrage, et c'est cette équation en fait que j'ai voulu porter au plus grand nombre parce qu'elle me paraissait essentielle. Alors pour revenir sur votre question, c'est très important. D'abord, il faut préciser les transitions alimentaires. Voilà. Donc déjà dire qu'on mange transformé depuis la nuit des temps, donc tout le monde, ce n'est une surprise pour personne, oui, oui. Puisque à partir du moment où on a commencé à cuire les aliments, on les a transformés. Donc ça, c'était, alors certains disent il y a plus d'1,5 million ans à peu près, avec la domestication du feu. Ensuite, il y a eu une deuxième transition où on est passé du paléolithique au néolithique, c'est-à-dire on s'est mis à être sédentaire et à consommer massivement de la viande d'élevage, des céréales et des produits laitiers, d'ailleurs, qui sont les 3 groupes d'aliments qui sont rejetés par les tenants du régime paléolithique. Et puis ensuite, la troisième transition, on est passé d'aliments, on va dire, traditionnels à transformés ou industriels, plutôt industriels, pardon. C'était il y a 2 siècles, donc avec donc il y a eu la découverte de la machine à vapeur en Angleterre, qui a été le début de la révolution industrielle, et puis la production des premiers aliments industriels en masse, c'est-à-dire la conserve, avec l'apertisation de Nicolas Appert en 1795. Donc voilà, donc on mange transformé depuis la nuit des temps, on mange industriel depuis plus de 2 siècles. Donc on va bien voir que les aliments ultra transformés, ce n'est pas égal à aliments transformés, et ce n'est pas forcément égal qu'à aliments industriels. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si tous les aliments ultra transformés sont majoritairement industriels, tous les aliments industriels ne sont pas ultra transformés. Il y a aussi beaucoup d'aliments industriels de qualité. Donc, ça nous amène à la quatrième. C'est important de le préciser, effectivement, de bien faire la différence pour pas se dire voilà, tout ce qui vient, qui est industriel ou de la grande distribution est forcément mauvais, parce que c'est pas le cas. Voilà. De la même manière qu'on peut retrouver des produits qui sont mauvais dans le bio en lisant les étiquettes. Donc c'est important de bien expliquer tout ça. Oui, parce que les gens ont tendance des fois à faire l'équation transformé égale industriel égale. C'est ça, noir ou blanc, et il n'y a pas de. Non, c'est plus complexe que ça. Enfin, complexe, pas tant que ça, mais. Et donc, ça nous amène à la quatrième transition qui, elle, a été clairement sous-estimée, je trouve. C'est qu'on est passé, après-guerre et massivement, dans les années 80, dans les pays occidentaux, des aliments normalement transformés à ultra transformés. Alors, pour comprendre la définition d'un aliment ultra transformé, bon, faut revenir évidemment aux pionniers sur le sujet. Donc, c'est dérivé de la classification NOVA brésilienne, qui est devenue internationale. Nova veut dire nouveau en portugais. En 2009 a été publié pour la première fois le terme ultra transformé. Et ensuite, la classification Nova a été publiée en 2011 et ensuite finalisée en 2014 dans le guide brésilien, qui est le premier guide préventif public publié au niveau d'un pays national, avec une approche holistique de l'alimentation, c'est-à-dire qui s'affranchit d'une approche par les nutriments, le sel, le sucre, le gras, etc. On est vraiment dans une approche très globale, et j'encourage les gens à aller voir ce guide qui est disponible sur Internet, qui s'appelle Brazilian Dietary Guideline 2014. Et donc, cette classification NOVA distingue 4 groupes alimentaires. Alors, vous allez voir que c'est une classification qui est assez intuitive et facile à comprendre, qui est assez pleine de bon sens, en fait. Vous avez d'abord les aliments bruts ou peu transformés. Donc, ça va être les aliments fournis par la nature, produits végétaux et animaux, auxquels donc il peut y avoir aussi l'épluchage, les aliments cuits, bouillis, épluchés, éventuellement broyés. Et les conservateurs en général, si on lit NOVA, sont tolérés dans ce groupe pour la conservation.
Donc, ce qui nous amène à dire que les additifs de conservation ou autres constituants de conservation n'entrent pas dans la définition d'ultra transformé. Ensuite, vous avez le groupe de Nova, qui sont les ingrédients culinaires, qui sont extraits de ces aliments bruts, mais pas par cracking, c'est-à-dire que ce sont eux-mêmes des ingrédients qui ne sont pas trop transformés, raffinés, purifiés. Donc, on va trouver forcément donc, les huiles, le beurre, la crème, le sel, le poivre, les épices, qui eux sont extraits de la nature, par exemple. Ensuite, vous avez le groupe des transformés, voilà. Donc, les transformés, c'est les ingrédients culinaires plus les aliments bruts ou peu transformés pour favoriser, améliorer le goût, la conservation, etc. Donc, on va trouver les plats que tout le monde fait à la maison. Par exemple, en confinement en ce moment, c'est du transformé. Les plats des terroirs. Donc, moi qui suis, par exemple, en Auvergne, une tarte. Alors, je ne sais plus si c'est la tartiflette. Non, la truffade, je crois, est un aliment transformé. Le pain, c'est du blé avec des ferments, mais du sel, un ingrédient culinaire. Donc, on bascule dans le transformé. Et dernier exemple, le fromage, c'est aussi transformé, puisque c'est du sel, des ferments et du lait, alors que le yaourt, lui, sera dans peu transformé parce qu'il n'y a pas d'ajout d'ingrédients culinaires. Alors, c'est intéressant parce que souvent, le pain ou même justement ces aliments du terroir, comme il y a la notion quand même de petits producteurs, de région, on ne pense pas forcément à transformer. Transformer, c'est vrai que ça tout de suite, ça a une connotation industrielle. Et c'est vrai que c'est bien d'expliquer tout ça. Oui, tout à fait, vous avez raison. Je pense qu'il faut sortir de l'idée de transformer égale industriel égale pas bon. Par contre, ce qui va poser problème, c'est quand on va trouver des pains industriels ultra transformés, donc il y en a. Et voilà, donc le passage de transformé à ultra transformé a commencé après-guerre avec notamment le cracking du maïs pour fabriquer le fameux sirop de glucose fructose qui est un des premiers marqueurs d'ultra transformation qu'on utilise beaucoup aux États-Unis dans les produits ultra transformés et qui a un lien justement avec la stéatose hépatique ou le foie gras humain ou la maladie du soda, de la malbouffe. Et donc en fait, la définition d'aliment ultra transformé, alors j'ai fait une définition résumée parce que c'est très détaillé dans les articles des Brésiliens. La définition est importante. Donc, les aliments ultra transformés sont caractérisés dans leur formulation par l'ajout d'ingrédients et ou additifs cosmétiques. Et donc, vous voyez bien qu'on ne parle pas de conservateurs, mais cosmétiques, donc pour modifier l'apparence, à usage principalement industriel, pour imiter, exacerber, masquer ou restaurer les propriétés sensorielles ou organoleptiques de l'aliment. Et ces propriétés sensorielles, il y en a 4, c'est arôme, texture, goût et couleur. Donc, on va trouver évidemment tous les arômes. Plus de 2800 en France sont utilisés, tous les texturants, les exhausteurs de goût, les édulcorants et les colorants. Oui. Il peut aussi s'agir, donc dans les marqueurs d'ultra transformation, il n'y a pas seulement ces ingrédients et additifs, mais il peut aussi s'agir de procédés technologiques très dénaturants, comme la cuisson-extrusion ou le soufflage qui éclate la matrice alimentaire et fait de céréales qui pouvaient être à l'origine des sucres lentement digérés, presque, alors pas tout à fait équivalent à des sucres, mais ça s'en rapproche. Donc par exemple, une galette de riz blanc soufflé va basculer dans l'ultra transformé. Donc ça, c'est la définition Nova. Et puis nous, SIGA, donc je fais partie du comité scientifique de SIGA, qui est une start-up qui a développé l'indice SIGA du degré de transformation des aliments. Donc, donne une définition un petit peu différente tout en restant fidèle à la brésilienne. Un aliment ultra transformé donc, se caractérise par la présence dans sa liste d'ingrédients d'au moins donc, une substance elle-même ultra transformée, dénommée marqueur d'ultra transformation ou MUT, MUT. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que ces substances sont obtenues par synthèse ou par une succession de procédés physiques, chimiques et ou biologiques appliqués à des matières premières naturelles et qui conduisent à une forte dégradation par rapport à leur matrice d'origine. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est pour dire qu'en fait, les marqueurs d'ultra-transformation, ce sont ces ingrédients et additifs très purifiés, issus du cracking alimentaire, et qui ont perdu, eux aussi, leur matrice d'origine. Par exemple, la matrice d'origine du sirop de glucose fructose, c'est l'amidon de maïs. Donc, vous voyez qu'on a décomposé l'amidon, la fécule de maïs, on l'a déstructuré. Et donc, on voit bien que je ne parle pas de composition, mais on parle vraiment, la définition d'ultra-transformation est vraiment liée à la dégradation des matrices alimentaires et des ingrédients qui peuvent les composer. Donc, en fait, il y a deux grands groupes d'aliments ultra transformés. Vous avez des matrices totalement nouvelles ou fake food ou faux aliments qui sont des recombinaisons de ces ingrédients avec des additifs cosmétiques. Et puis, vous avez des aliments ou des plats préparés qui contiennent des vrais aliments, mais auxquels on va rajouter ces marqueurs cosmétiques pour modifier l'apparence du produit. Alors,
parmi les modifications, il y a imiter, par exemple, les arômes des yaourts aux arômes fraises qui n'ont plus de fraises, donc on imite. Vous avez restaurer, par exemple, quand la transformation a dégradé le goût ou la couleur, on va essayer de restaurer. Et la dernière, qui est la plus intéressante au point de vue financier, c'est exacerber. Donc, on va créer finalement des matrices alimentaires artificialisées avec des propriétés sensorielles exacerbées. Donc, il y a 3 conséquences à exacerber ces propriétés sensorielles. C'est qu'on on aura tendance à consommer au-delà de la satiété. Et ça, c'est quand même risqué. Sucre, avec, bien sûr. Sucre, sel et gras. Quand c'est très gras, sucré, salé, avec des couleurs flashy. Mais pas seulement le sucre, le sel et le gras, c'est-à-dire qu'on va aussi créer des matrices avec des textures très agréables. Donc, on va trouver des textures friables, visqueuses, plus ou moins molles. Donc, des aliments qui vont demander aussi moins de mastication. Et donc, ça va nous pousser à consommer plus que de raison. D'où l'excès de sucre, sel, gras, additifs, etc. Mais si vous voulez, la cause, ce qui est important de dire, c'est que la cause première, c'est que ce sont vraiment des matrices alimentaires modifiées. Donc, c'est ça la cause première. Et donc, on a tendance à faire des recommandations sur le sucre, le sel et le gras. Mais je pense que c'est une erreur parce qu'on fait des recommandations sur les composés qui sont consommés en excès. Et on devrait se poser la question, finalement, pourquoi on les consomme en excès? Et si on les consomme en excès, c'est parce qu'on a créé des matrices alimentaires dégradées et artificialisées qui nous poussent à consommer plus que de raison. Et non seulement on les consomme… Oui. Justement, avant qu'on vienne après à la prochaine question sur les 3V, quand vous parlez d'aliments ultra recomposés, quelque part, la raison, au-delà de la productivité, etc., est-ce que c'est parce que tout est allé vite? Il y a une demande aussi de plus en plus forte de la part du consommateur, parce que effectivement, que ce soit des fast-foods, etc., c'est toujours plaisant à la base. Aujourd'hui, on en parle. Vous faites le rapport sur la santé, donc vous êtes scientifique. Il y a des médecins aussi qui en parlent. Voilà, de plus en plus, je pense que même les fabricants et les industriels s'y intéressent. Mais est-ce que c'est parce que justement tout a été très vite et qu'il y a eu cette demande et que ils se sont pas concentrés justement sur la fabrication de ces produits à la base, sur ce que ça allait faire justement au niveau de la santé, parce que ça fait un certain nombre d'années que ces aliments existent. Oui, c'est la question de savoir comment ces aliments se sont développés. Alors, en fait, au départ, donc ça a commencé avec le sirop de glucose fructose, historiquement après-guerre. Donc ça s'est fait progressivement. Au départ, on a voulu valoriser soit des sous-produits alimentaires qui étaient liés à la transformation d'aliments bruts, soit des excédents. Et si vous voulez, de fil en aiguille, on a fini par se rendre compte de plusieurs choses. D'abord que en fait, c'était plus rentable de vendre des parties séparées de l'aliment que l'aliment de départ. Il y a eu l'essor des grandes villes avec des vies de plus en plus trépidantes, des fois stressantes, des gens qui ont cherché à manger sur le pouce de manière rapide, voire de manière isolée. Il y a eu aussi le fait que les femmes ont accédé de plus en plus au travail, ce qui est évidemment une bonne chose, mais l'industrie a aussi pris le relais de ça parce qu'avant, c'était les mamans qui faisaient la transmission culinaire. Et donc, en fait, les plats préparés, donc l'industrie a un peu pris ce relais, en fait, en quelque sorte. Et il y a eu après d'autres facteurs qui sont rentrés en ligne de compte dans les années 80 avec la création des grandes multinationales qui ont modifié et standardisé des recettes d'aliments industriels qui n'étaient pas à l'origine ultra transformés et qui ont basculé dans l'ultra transformé. Il suffit de regarder la recette du petit beurre, par exemple, vous verrez comment elle a évolué. Et en fait, et on s'est aussi rendu compte qu'en exacerbant les propriétés sensorielles, c'était triplement rentable. Donc, parce qu'on va consommer l'aliment plus que de raison, on va le racheter. Et en fait, si on cible les enfants très tôt, comme ce sont des propriétés exacerbées, artificialisées, mais faciles d'accès, avec des goûts standardisés, comme les fast-foods, etc., et quand des jeunes sont ciblés entre 3 et 15 ans, où se forment les goûts alimentaires, les habitudes alimentaires, vous pouvez en faire des clients à vie, en fait. Parce que le drame de tout ça, c'est que quand une génération a été éduquée à ces goûts faciles d'accès, pas très exigeants, en fait, pas très subtils, c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc, voilà. Et puis ensuite, au-delà de tout ça, donc, on a toujours voulu fabriquer une alimentation à des coûts toujours plus bas. Et donc, plus on voudra consommer une alimentation à des coûts très bas qui ne sont pas le reflet de la réalité,
plus on va stimuler aussi l'ultra-transformation. Parce qu'il n'y a pas de secret, si on met des artifices, comme du sucre ajouté, des arômes, qui sont très bon marché, ça permet d'utiliser moins de vrais aliments nobles dans l'aliment. Par exemple, si vous mettez, bah oui, si vous mettez ne serait-ce qu'1% de sucre en plus dans un plat préparé, eh bien, vous pouvez mettre 1% de moins de vrais aliments. Donc, non seulement le sucre joue plein de rôles de conservation, certains sucres, de texturants, mais aussi, ça permet de diminuer les coûts énormément. Donc, les arômes, les sucres, etc. Et donc, voilà, donc tous ces facteurs se sont combinés, l'essor des grandes villes, etc., l'abandon de la transmission culinaire, et puis vouloir des aliments à des coûts qui ne sont pas le reflet de la réalité, en fait. Hein. Les coûts qu'on a si bas sur les aliments ultra transformés ne permettent pas à tous les acteurs de la chaîne de valeur de vivre décemment de leur travail. Ça c'est très clair. Donc, voilà un peu un ensemble de causes. L'histoire, oui. Ouais. D'accord. Alors, on va arriver justement au 3V pour que vous puissiez nous expliquer ce que ça veut dire concrètement par rapport à l'alimentation et par rapport à l'équilibre et ce qu'il faudrait arriver à faire pour que tout soit équilibré. C'est le cas de se répéter. Je vous laisse nous expliquer ce que c'est les 3V. Ouais, alors en fait, donc c'est les 3V BLS, végétal, vrai, varié, si possible biolocal et de saison. Donc je vais expliquer un petit peu pourquoi on a voulu élaborer cette règle, parce que beaucoup de gens travaillent en alimentation durable et je vais expliquer l'originalité de cette règle en fait par rapport à tout ce qui se fait. En fait, on s'est rendu compte avec un collègue chercheur que l'excès de calories animales et l'excès de calories ultra transformées était associé à une dégradation des systèmes alimentaires sur la planète. Donc les calories animales, ça tout le monde le sait, hein, on sait qu'on oui, c'est plus caché, là on le voit, on en parle ouvertement. Voilà, consommer beaucoup de viande rouge notamment et de viande transformée peut poser des risques pour la santé au niveau notamment cardiovasculaire et cancer colorectal si on en mange trop. C'est pas très bon pour la planète parce que ça crée des gaz à effet de serre. Pour nourrir les animaux élevés en intensif, eh bien on déforeste pour avoir du soja qui va servir de tourteau de soja pour nourrir ces pauvres animaux qui sont élevés dans des conditions terribles et qui vont donner finalement des calories animales très bon marché parce que normalement une calorie animale c'est plus cher, mais en intensive avec ces monocultures pour les nourrir, ça devient à bas prix et qui vont rentrer donc dans les aliments ultra transformés. Ensuite, les aliments ultra transformés sont le fruit du cracking de quelques aliments sur la planète. On va trouver le blé, le maïs, le riz, la pomme de terre, le soja, le pois, les œufs, le lait et la viande. Vous voyez, donc c'est pas associé à une très grande biodiversité. Et donc toutes ces monocultures très intensives sont associées à une pollution de l'environnement, évidemment, et vont être craquées, décomposées en de nombreux ingrédients répandus sur la planète qui vont ensuite être combinés, standardisés et diffusés sur toute la planète. Donc on voit bien aussi qu'il n'y a pas… on comprend bien que de déconstruire un aliment, de les recomposer, c'est quand même plus coûteux que de prendre un aliment, on va dire, local et de le transformer soi-même. Donc ça, c'est le premier constat. Et ça prend moins de temps. Voilà, ça prend moins de temps. Donc… en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on voulait voir quelles pourraient être les caractéristiques d'un régime préventif pour la santé humaine, mais aussi pour l'environnement, la biodiversité et le bien-être animal, les petits producteurs, les traditions culinaires et toutes les dimensions de la durabilité qui sont d'ailleurs définies très bien par la FAO, donc qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et donc, on a étudié tous les régimes qui sont déjà protecteurs sur la planète et qui ont été démontrés comme protecteurs par la science. Donc, on va trouver les régimes Okinawa dans certaines zones bleues. On va trouver le régime méditerranéen. Il y a aussi le régime nordique, le crétois. Il y a aussi des régimes scientifiques pour prévenir certaines pathologies, comme les régimes prudents, anti-inflammatoires, DASH, pour stopper l'hypertension. Et ensuite, on a pris les scénarios prospectifs qui ont été élaborés par divers instituts, qui sont des instituts internationaux et qui sont le fruit d'une expertise collaborative internationale. Donc des scénarios alimentaires à l'horizon 2050 pour protéger à la fois la santé et la planète. Donc voilà. Et on s'est rendu compte que tous ces scénarios et régimes protecteurs avaient trois grandes caractéristiques, et c'est ça qui est original, c'est-à-dire on a isolé trois dimensions d'un régime et qui permettent d'en évaluer son caractère protecteur pour la santé et la planète. Et ces trois dimensions, c'est le ratio produits animaux sur végétaux,
le degré de transformation et la diversité. Et on a rajouté, si possible, biolocal et de saison pour l'environnement. Donc, ça donne végétal, vrai, varié, les 3 V. Végétal, donc, on s'est aperçu que l'ensemble de tous ces scénarios et régimes convergeaient vers 15% maximum de calories animales par jour, c'est-à-dire 2, voire 3 portions par jour, donc pas plus d'une portion animale par repas, voire pas nécessaire le soir. Ensuite, on s'est rendu compte, alors c'est un seuil de précaution, en attendant d'autres études, que 15% maximum de calories ultra transformées était suffisant, c'est-à-dire pas plus de 1 à 2 produits par jour. Et enfin, manger varié. Et vous allez voir que ces 3 règles sont interconnectées et sont mutuellement inclusives, comme on dit, parce que si vous en supprimez une, vous verrez que ça ne marche plus pour la santé, mais aussi pour la planète. Par exemple, on va faire l'exercice pour les 3 règles. Si vous faites animal, vrai, varié, donc vous consommez énormément de produits animaux, donc on voit bien que pour la planète, c'est pas durable. Et pour la santé, ça risquera de poser des problèmes, notamment la viande transformée. Ensuite, si vous faites végétal, mais au lieu de vrai, vous faites faux, c'est-à-dire ultra transformé et varié, ça peut être par exemple des végétariens, des flexitariens ou des véganes, mais qui consomment… Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Voilà, qui consomment beaucoup de produits végétaux, mais ultra transformés, comme tous les steaks végétaux ou les simili produits végétaux reconstitués, avec beaucoup de marqueurs d'ultra transformation, beaucoup d'isolats de protéines, qui sont des marqueurs d'ultra transformation, isolats de pois, isolats de soja, et qui mangent, on va dire, variés, même si manger varié dans les ultra transformés a moins de sens. Eh bien, il y a plusieurs études, dont une en 2018, qui montre vraiment très clairement, donc c'est une étude longitudinale, donc c'est intéressant parce qu'on a suivi les gens dans le temps. Ils ont pris le régime végétarien d'une population et ils ont divisé les produits végétaux en sains et peu sains. Les sains, c'était plutôt peu pas transformés, et les unhealthy, comme ils les appellent, les non sains, étaient plutôt des produits végétaux. Alors, ils n'ont pas utilisé le terme, mais ça rejoint le concept de produits végétaux ultra transformés. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que pour ceux qui consomment beaucoup de produits végétaux non sains ultra transformés, eh bien, pour chaque augmentation d'une portion de produits végétaux, on a une augmentation du risque de maladie coronarienne du même ordre de grandeur que pour chaque augmentation d'une portion de produit animal. Donc, voilà, si on mange végétal mais ultra transformé, finalement, pour la maladie étudiée dans cette étude, les maladies coronariennes, on a les mêmes risques. Donc, on voit bien que… Alors ça, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, surtout actuellement parce que, excusez-moi de vous couper, on est dans une période où on parle beaucoup de bio, on parle beaucoup de produits véganes, il y a quand même tout un phénomène aussi de mode. En dehors, je parle des problématiques de santé ou d'allergie, etc. Et donc, effectivement, soit vous avez des personnes véganes qui vont manger des produits, comme vous dites, mais ils sont quand même ultra transformés. Et ça, je pense que la population n'en a pas forcément conscience. Non. De la même manière, dans les produits bio, il y a énormément, si vous prenez un produit qui est rempli d'huile de palme ou d'autres produits, ça reste un produit effectivement qui est transformé ou ultra transformé. Et c'est vrai que je trouve très intéressant ces 3 V. Alors peut-être que des extrêmes diraient, je voulais faire cette précision, ah oui, mais 15% d'ultra transformé au quotidien, c'est pas bon. Sauf que moi, j'ai la même pensée que vous, c'est-à-dire que je suis très ouverte au niveau de ma façon de penser. Et on est dans une société où tout va vite. Donc, outre des problématiques très spécifiques de santé, d'allergie, etc., on ne peut pas toujours manger brut. Selon la manière dont on travaille, si on a des déplacements, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, le but, c'est d'arriver à manger très équilibré au quotidien, le plus naturellement possible, d'arriver à cuisiner. Mais ce que je veux dire par là, aux auditeurs aux personnes qui nous regardent, c'est que ce n'est pas parce qu'on se fait une soirée pizza un soir, si on mange équilibré tout le temps, qu'on développe une maladie. C'est quand même important, c'est toujours un équilibre. Oui. Et, alors, tout à fait, vous avez raison. Alors, les études, les 40 études à peu près épidémiologiques qui ont montré un lien entre une consommation excessive ou très régulière d'aliments ultra transformés et des risques accrus de maladies chroniques. Donc, on est bien dans une consommation régulière. Après, on peut consommer de temps en temps des ultra transformés sans strictement aucun risque pour la santé. Et pourquoi 15? D'abord, c'est un seuil de précaution. On attend d'autres études. On verra. Peut-être que des études quand il y aura un peu plus d'études, ce sera peut-être 10%, 20%. Bon. Bien sûr. L'idée, c'est de limiter. Et on n'a pas d'étude aujourd'hui qui est comparée 0 versus un produit par jour. Donc, on n'a pas d'étude, en fait, pour dire, voilà. Donc, c'est important aussi de rester, voilà. Et puis, il faut quand même souligner que l'ultra-transformation peut jouer un rôle, alors plutôt de niche,
dans des situations plutôt curatives. Par exemple, quand beaucoup de compléments alimentaires ressemblent un peu à des aliments ultra transformés, puisque c'est des recombinaisons de nutriments. Dans des situations de grande déficience, ça peut être très important. Des personnes âgées dénutries qui ont des problèmes de mastication, on peut imaginer, pourquoi pas, de l'ultra-transformation pour leur redonner le goût à manger avec des aliments très appétants. Je ne dis pas que c'est forcément la solution. On peut imaginer, par exemple, l'alimentation dans l'espace. Peut-être que l'ultra-transformation pourra apporter des solutions. Enfin, après, on n'est pas dans l'exclusion et l'ultra-transformation peut, par exemple, la nutrition clinique entérale et parentérale est indispensable. Donc voilà, l'ultra-transformation peut sans doute jouer un rôle, mais pas en préventif. C'est-à-dire que pour rester en bonne santé, il faut vraiment limiter ces produits. Après, quand vous basculez dans des cas pathologiques très particuliers, là, on peut réfléchir à comment l'ultra-transformation peut jouer un rôle. Donc, c'est effectivement important de le souligner. Et puis, pour finir sur le petit exercice, ensuite, on peut manger. Donc, on a pris le cas des végétariens. Donc, effectivement, on peut manger bio, vegan, ultra-transformé. Hein. Il y a une étude de l'INRA de Toulouse qui a montré, dans un caddie de consommateurs bio en magasin bio, que 27% du poids du caddie était ultra-transformé. Donc, un aliment sur 4. Et en grande et moyenne surface conventionnelle, c'est un aliment sur 2 si on prend en compte dans les grandes et moyennes surfaces le vrac, le frais, etc. Donc, il y en a 2 fois moins en bio, mais il en subsiste encore beaucoup parce que même si les additifs diminuent, il reste tous les ingrédients ultra-transformés, marqueurs d'ultra-transformation, comme tous les sucres modifiés, les sucres invertis, les polydextroses, des maltodextrines, des extraits de malte d'orge, les polyols. Vous avez ensuite tous les isolats de protéines, les protéines hydrolysées, les huiles raffinées, voire hydrogénées dans certains pays. Voilà, donc il subsiste tout ça qui n'est pas filtré par le bio et la transformation en bio. Et donc, voilà, pour terminer l'exercice, ensuite, vous pouvez manger végétal vrai, donc majoritairement végétal, des aliments non ultra transformés, mais monotones, c'est-à-dire pas variés. Et là, si vous mangez monotone, vous basculez dans les risques de déficience, comme on l'observe dans des pays en développement, où c'est vrai, ils mangent beaucoup végétal, parce que les calories animales par jour, dans certains pays d'Afrique subsaharienne, c'est pas plus de 5%. Mais ils mangent aussi assez brut, mais malheureusement trop monotone, et donc on peut observer des déficiences, comme vitamine A, le fer, le zinc, l'iode, par exemple. Donc on voit bien que quand il manque une des règles, ça ne marche plus. Et c'est pour ça que je trouve que cette règle est intéressante parce qu'elle est très compacte. Vous voyez, 3V, il n'y a rien de plus simple à retenir. Et vous voyez bien qu'on ne parle pas de nutriments. C'est-à-dire que j'ai voulu m'affranchir un peu de ce que j'appelle, entre guillemets, de manière un petit peu taquine, la dictature des nutriments. Parce que je pense que pour faire du bon préventif, il n'y a pas besoin de s'intéresser aux nutriments. Il faut s'intéresser à la qualité de l'alimentation globale. Donc, il faut des règles plutôt qualitatives qui sont suffisantes parce que je peux vous assurer, donc on a fait les calculs évidemment, que si vous mangez végétal vrai varié, vous êtes sûr d'assurer tous vos besoins nutritionnels sans aucun problème. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme la plus grande des poupées russes. Voilà, c'est une règle très compacte qui serait la plus grande des poupées russes, mais qui est intéressante parce que si vous voulez, si on fait des recommandations qui sont orientées, qui sont holistiques et qui sont ciblées sur la plus grande des cibles, la plus grande des poupées russes, vous embarquez tout le reste avec. Donc, si vous dites aux gens végétal vrai varié, bio local et de saison, si possible, limiter les ultra transformés, vous allez embarquer avec vous les systèmes alimentaires. Par contre, si je vous dis moins sucré, par exemple, vous n'embarquez pas la souffrance animale, les petits producteurs et les systèmes alimentaires. Vous allez juste embarquer quoi ? L'industriel, il va vous faire une boisson avec édulcorant qui sera encore plus ultra transformée que le produit de départ. Vous voyez ? Quand la cible… Oui, puis il y a même un autre point. Ça évite au niveau des consommateurs certaines frustrations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer… Peut-être qu'on a été dépassé avec toute l'évolution pour X raisons, mais on ne peut pas demander aux consommateurs avec notre vie moderne de changer intégralement. Même si c'est effectivement mieux pour la santé de cuisiner des aliments bruts, etc. Mais on ne peut pas passer, je dirais, du coq à l'âne du jour au lendemain. C'est pas possible. Ça crée des frustrations, ça crée des blocages aussi. Et le fait de… C'est là où je trouve très intéressant ces 3V, c'est qu'on y va progressivement, petit à petit. C'est ça. Oui, alors, il ne s'agit pas de dire aux gens, vous allez passer… parce qu'en France, et ça, merci pour la transition, en France, on consomme
Alors, il ne faut pas faire des sommes, hein, il faut imaginer 3 dimensions dans l'espace, comme un espace à 3 dimensions, les 3 règles. Et donc, en France, on consomme pas loin de 40% de calories ultra transformées par jour, pas loin de 40% de calories animales. Alors, il ne faut pas faire 40 et 40. Hein, dans les calories animales, vous avez aussi des calories ultra transformées qui sont communs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de passer à 15, ça veut dire réduire de 20%, de 30, 25% quasiment. C'est beaucoup. Donc, l'idée, c'est plutôt de tendre vers plus de végétal, dans un premier temps, de limiter les ultra transformés, de ne pas en faire la base de notre alimentation, parce que toutes les études sont très claires. Hein, si toutes les populations qui, par exemple, en Amérique du Sud, on est entre 20 et 30% de calories quotidiennes. En France, on n'est pas loin de 40, mais dans les pays anglo-saxons, on dépasse 50, 60%. On a même des populations qui sont à 80%, et donc ces populations, et qui sont souvent les plus défavorisées, parce que c'est des calories bon marché. Donc, elles touchent les plus pauvres et les plus défavorisés, les plus modestes, ont des facteurs de risque d'obésité et de diabète de type 2, de stéatose hépatique bien plus élevés. Donc, j'ai perdu le fil. Pourquoi je vous disais ça? Oui, voilà. Donc, en fait, oui, les 40%, voilà. Donc, en fait, bon, diminuer les ultra transformés. Alors, vous pouvez, si vous voulez toujours aller en grande et moyenne surface, il y a 2 solutions. Alors, soit vous allez évidemment au marché, les AMAP, vous cuisinez. Si vous ne pouvez pas faire ça et que vous voulez aller en grande surface, vous pouvez trouver beaucoup de produits industriels non ultra transformés. Donc, on a calculé, enfin, SIGA a calculé que sur 24 500 produits étiquetés emballés en grande et moyenne surface, représentatifs de l'offre alimentaire, 67%, 68% étaient ultra transformés. C'est-à-dire que 2 tiers des produits étiquetés emballés en moyenne sont ultra transformés. Donc, il reste un tiers. Donc, ce tiers, vous y avez accès. Donc, on va trouver des yaourts nature, on va trouver des pâtes alimentaires, du couscous, même des lentilles hein, qui sont en carton, empaquetées, emballées. Donc, vous allez pouvoir trouver des fromages, des conserves, du surgelé, du congelé. Alors, la petite astuce, c'est que là, toujours pareil, c'est SIGA qui a fait ce calcul sur… J'allais vous demander justement cette petite astuce pour les reconnaître. Voilà, donc en fait, au-delà de 5 ingrédients, c'est-à-dire 6 et plus, on a calculé sur 24 500 produits que vous avez 75% de chance et plus d'avoir un aliment ultra transformé. Donc pas 100%, parce qu'il y a des aliments, on peut trouver des salades de crudité avec plus de 5 ingrédients bruts qui ne sont pas ultra transformés. Et inversement, on peut trouver des aliments avec moins de 5 ingrédients et qui sont ultra transformés. Mais si vous voulez, c'est plus rare. Statistiquement, à 6 et plus, la probabilité est très forte. Alors, pour soit vous achetez l'équivalent non ultra transformé, donc avec pas trop de noms bizarres ou qui sont difficiles à prononcer, qui sont souvent, pas tous, mais souvent des marqueurs d'ultra transformation. Ou alors vous utilisez 2 applications aujourd'hui, qui est ScanUp, qui a le score SIGA, et l'application SIGA qui est sortie il y a 2 semaines, donc qui est téléchargeable sous Android et comment l'autre, c'est quoi? C'est je sais plus. Enfin, pour Android et puis pour Apple. Voilà, c'est ça. Je voulais pas citer. C'est ça que vous vouliez dire. Mais en fait, donc voilà, vous pouvez la télécharger. Et donc, dans l'appli SIGA, SIGA a mis plus de 10 000 produits industriels en avant, avec des médailles d'or et d'argent, qui sont des produits industriels non ultra transformés. Donc, vous allez pouvoir… SIGA ne veut pas être stigmatisant. Donc, elle ne va jamais dire ce produit a telle note, n'est pas bon, n'est mauvais, mais va plutôt encourager les gens à aller vers les produits médaillés et à repérer les ultra transformés. Et puis après, chacun fait son choix, évidemment. Mais vous avez aujourd'hui un outil qui vous permet de les repérer. Donc, voilà à peu près les différentes méthodes pour limiter les ultra transformés. Et puis, l'autre astuce pour diminuer les calories animales, donc on les diminue et puis ensuite, on peut aller vers des calories animales de meilleure qualité avec des animaux élevés en extensif, à l'herbe, par exemple. Donc, pour le même prix, on va en manger moins, mais de meilleure qualité. Donc, ça, c'est intéressant et aussi pour le bien-être animal. Et par quoi remplacer ces 15 à 20%, enfin, on va dire ces 20% de calories animales. Donc, la solution moi, que je propose, pareil, hein, c'est basé sur des études d'analyse de cycle de vie des aliments et de santé. C'est les grains et graines. Pourquoi les grains et graines? Parce que c'est un peu moins coûteux que les fruits et légumes au niveau environnemental. Alors, il faut évidemment continuer les fruits et légumes, ça, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi les grains et graines? Parce que en France, dans le monde, il y a 3 types de grains et graines. Vous avez les céréales complètes, mais pas raffinées. Je dis bien complètes, hein. Vous avez qui sont riches en sucre complexe et en fibres. Les légumineuses, qui sont riches en fibres et en protéines, et qui sont complémentaires avec les céréales pour reconstituer les acides aminés de la viande.
Et puis, vous avez les fruits à coque ou graines oléagineuses qui sont… Et ces 3 catégories de produits, on sait qu'en France, elles sont consommées à moins de 14 grammes par jour, voire moins de 10 grammes par jour. Donc, on a une marge pour augmenter ces produits de manière considérable. Et ce sera non seulement bon pour la santé, parce que ce sont des aliments très complets. Et vous voyez bien qu'il y en a un qui est plutôt riche en lipides, l'autre en protéines et en glucides complexes. Donc, ça fait un bon équilibre. Ce sont des produits très rassasiants, avec des sucres lentement digérés, des lipides lentement digérés, comme dans les fruits à coque. Et tous ces produits, la science et les études épidémiologiques les associent à des risques diminués de maladies chroniques. Donc, c'est très intéressant d'augmenter, par exemple, les collations. On peut très bien imaginer des fruits à coque, des amandes, des noix, des noisettes. Ça se fait beaucoup d'ailleurs maintenant. On voit de plus en plus des petites boules crues à base d'amandes, à base. Ouais. On en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus. C'est vrai que ce sont des aliments qu'on avait perdus. Ouais. On avait perdu. L'utilisation, voilà, on avait perdu leur. Ouais. Ouais, par exemple, les légumineuses, on consommait, alors, je crois que c'était 120 kilos par an il y a plus d'un siècle, et on est passé à moins de 12 kilos, je crois, 15 kilos à notre époque. Donc, alors, les légumineuses avaient une mauvaise réputation. D'abord, c'était de l'aliment du pauvre, des ouvriers à l'époque, il y a très longtemps. Et puis, il y a aussi peut-être des raisons sociales avec les gènes digestifs, mais en fait, ce sont des aliments assez extraordinaires. D'ailleurs, en 2016, je crois, c'était l'ONU, ou je ne sais plus si c'était la FAO ou l'ONU, avait nommé 2016 l'année des légumineuses. Donc, en fait, voilà, ça peut être une astuce. Et les céréales complètes, vous pouvez en trouver dans les muesli, du pain complet avec des farines bises si c'est du conventionnel, plus intégral si c'est du bio, parce que les résidus de pesticides vont souvent dans les couches externes. Prendre du riz brun plutôt que du riz blanc. Voilà, tout. Et sucre complet pour les pâtisseries plutôt que du… Oui, alors on va plutôt parler de sucre intégral en fait. Parce que, ouais, complet, vous avez raison. Sans doute sucre complet aussi, intégral. Mais le sucre roux, non, ça ne change rien. Le sucre roux, c'est juste une couleur qui a été gardée. Mais bon, par contre, il faut quand même dire aux gens qu'effectivement, il faut mieux privilégier un sucre peu transformé qu'un sucre ultra transformé. Mais ce n'est pas parce que vous prendrez du sucre intégral que vous allez protéger votre santé. Hein, parce que l'apport en minéraux, notamment en certains minéraux oligo-éléments du sucre intégral, reste quand même minime par rapport à ce que vous allez pouvoir trouver en augmentant les produits végétaux, par exemple. Mais effectivement, vous avez raison de le souligner, le degré de transformation s'applique non seulement aux aliments, mais aussi aux ingrédients. Par exemple, une huile vierge première pression à froid, on va dire qu'elle est peu transformée. Une huile raffinée va être plus transformée. Et une huile raffinée et hydrogénée, par derrière, va être ultra transformée. Par exemple, on peut faire l'exercice pour les sucres. Un miel est peu transformé, un sucre de table blanc ou roux est transformé, et un sucre inverti, un sirop de glucose fructose est ultra transformé. Et pareil pour les protéines. On peut aller d'un aliment riche en protéines à un isolat de protéines et ensuite à une protéine hydrolysée. Et donc, vous voyez bien que là, je ne parle pas de composition, mais je parle bien d'une dégradation de la matrice de l'aliment ou de l'ingrédient. Alors, justement, par rapport à tout ça, et alors pas uniquement l'industrie, mais je vais dire plutôt les fabricants, parce que voilà, il y a différentes marques. Il y a eu des changements alimentaires par rapport aux consommateurs, et il y a une prise de conscience parce que forcément ils suivent de près toutes ces statistiques. Est-ce que pour vous justement, qui êtes scientifique et au plus près aussi de ce développement au niveau de l'alimentation, il y a des prises de conscience et des volontés de changer, la fabrication, tout du moins la composition de certains aliments? Oui, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de faire des aliments moins ultra transformés, c'est-à-dire à partir de vrais aliments, quoi, qui ont… Si vous voulez, pour moi, l'enjeu, c'est pas de changer la composition des aliments, parce que les maladies chroniques, elles sont d'abord liées à la modification des matrices et non des nutriments. C'est-à-dire que c'est pas la composition des aliments qui est liée aux maladies chroniques, mais c'est d'abord la nature de leur matrice. C'est très, très important à comprendre, parce que c'est vraiment… Si vous pouvez nous expliquer justement au niveau de la matrice. Voilà, c'est vraiment… je trouve que c'est très important. C'est-à-dire que ce qui est important pour la santé, c'est les liens qui unissent les nutriments au sein de l'aliment. Parce que ces liens vont créer la matrice alimentaire, et cette matrice, si elle est pas, peu ou normalement transformée, et si elle est plutôt préservée, elle va apporter rassasiement. Et le rassasiement et la satiété, c'est fondamental pour la régulation du poids. Ça évite le grignotage, etc.
Ça va apporter plutôt des sucres lents. Alors, il y en a qui n'aiment plus trop le terme, mais bon, ça veut dire des sucres lentement digérés. Donc, et on sait que quand l'index glycémique est bas, c'est aussi associé à une satiété plus importante. Et donc, ça prévient notamment de l'insulinorésistance. Quand la matrice est préservée, donc les nutriments protecteurs, minéraux, vitamines, fibres vont agir en synergie pour protéger l'organisme. Je me permets de vous couper. Quand vous dites la matrice, je pose peut-être que cette question va être posée, c'est comme si vous disiez finalement l'aliment dans sa globalité, la souche de base. On peut appeler ça comme ça. La structure, oui, matrice, ça vient du latin mater, qui veut dire la mère. Donc en fait, prenez par exemple, si on prend une pomme, sa matrice, elle est ronde, elle est solide. En fait, c'est le fruit de l'interaction de tous les composés entre eux. Mais on voit bien que selon les interactions, la matrice va être différente. C'est pas pareil de consommer, alors je prends toujours l'exemple de l'amande, mais on pourrait prendre d'autres aliments, mais c'est pas pareil de consommer une amande entière, quand vous pouvez l'acheter ou la cueillir, qu'une poudre d'amande finement broyée. Et pourtant, la poudre d'amande finement broyée, c'est la même composition que l'amande. Mais ce qui va jouer après sur la santé, là, c'est d'abord la matrice. Donc, si vous voulez, pourquoi on a généré des maladies chroniques? Parce que la pensée réductionniste nous a fait négliger le lien qui unisse les nutriments. Donc, nous a fait dégrader les matrices alimentaires. Donc, si vous voulez, l'erreur qu'on fait, c'est de vouloir associer les maladies chroniques aux nutriments. Mais ça n'a aucun sens. Une maladie n'est pas liée à un composé, c'est multifactoriel. Donc, pour l'aliment, l'enjeu n'est pas de modifier la composition des aliments. L'enjeu est de préserver au maximum les matrices alimentaires. Et donc de faire des aliments avec des matrices plus préservées, donc de développer des procédés technologiques moins dénaturants, moins déstructurants. C'est avant tout ça l'enjeu, parce que si vous allez vers des aliments non ultra transformés avec des matrices qui sont plutôt préservées, ça va naturellement apporter de la satiété et vous n'aurez pas envie de manger plus que de raison. Et comme vous n'aurez pas envie de manger plus que de raison, vous ne consommerez pas du sucre, du sel et du gras en excès et des additifs en excès, parce que si vous voulez les 3 V, normalement, c'est très, très rassasiant. Donc, il n'y a aucun problème d'excès de sucre, de sel et de gras. Donc, ça ne devient plus une préoccupation. Et en voulant focaliser sur les composés, on pousse à reformuler. Mais la reformulation des aliments, pratiquée dans le monde entier depuis 30 ans, n'a jamais enrayé les maladies chroniques. Parce que, si vous voulez, c'est des vases communicants. Par exemple, vous avez un aliment qui a 33% de sucre, de glucides, de lipides et de protéines. Un tiers. Si, par exemple, comme ils ont fait aux États-Unis dans les années 60, ils ont cru que les maladies cardiovasculaires étaient dues au gras. Donc, ils ont stigmatisé le gras. Et qu'est-ce qu'ont fait les industriels à la demande de l'État? Ils ont fait des produits allégés en gras. Et ils ont remplacé par des sucres raffinés et ajoutés. Alors, non seulement les maladies cardiovasculaires n'ont pas disparu, mais ils ont surajouté l'obésité, qui a commencé justement après cette campagne des produits allégés en gras. Et donc, la cible n'était pas seulement le gras ni le sucre. La cible était qu'ils mangeaient de plus en plus de matrices modifiées, hyper attractives, hyper palatables, et qui les poussait à consommer plus que de raison. Donc, on se trompe de cible en se focalisant sur les parties de l'aliment, alors qu'il faudrait se focaliser sur l'ensemble. Voilà. Et là, je pense qu'on pourrait avoir une prévention durable et efficace. Donc, non à la reformulation, parce que la reformulation... des aliments qui n'étaient pas trop ultra transformés peuvent le devenir, parce que quand vous remplacez par exemple le sucre dans un soda par des édulcorants, vous ajoutez encore plus des marqueurs d'ultra transformation. Et les quelques études scientifiques montrent qu'on ne se porte pas mieux en consommant des sodas allégés en sucre. D'ailleurs, la grande période des produits allégés des années 90 n'a rien changé à la donne en termes de maladies chroniques. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre. On est plus dans une question de lien que de question de nutriments, en fait. Voilà. Et puis, si vous diminuez le sucre, ça veut dire que les matières grasses et les protéines augmentent en proportion dans l'aliment. On est d'accord, puisque c'est une question de proportion. Et donc, si le gras, c'est beaucoup d'oméga 6, vous allez augmenter les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Et du coup, voilà comment il faudrait rétablir, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la matière première, c'est ce qui coûte le plus cher, effectivement. Si on le remplace par d'autres choses, c'est parce qu'il y a un coût moindre. Donc, comment on pourrait arriver, il y a un travail quand même, une collaboration à faire justement avec des scientifiques comme vous pour arriver à faire des aliments de meilleure qualité avec une matrice qui n'est pas modifiée, de façon à ce qu'il y ait moins d'impact sur la santé. C'est ça. Sans modifier forcément le goût et la consommation. Mais... Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est ce que veut faire SIGA.
Est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas reformuler les produits pour qu'ils soient moins gras, salés, sucrés. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait plus de vrais ingrédients et des aliments nobles. Voilà. Pour nous, le beurre, c'est pas un problème qu'il soit à 84% riche en gras. Évidemment qu'il est riche en gras. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt un beurre et une margarine ultra transformée. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt une charcuterie artisanale qu'une charcuterie avec des polydextrose, des sucres ajoutés. Voilà, nous, c'est ça qui nous intéresse. On veut un fromage traditionnel plutôt que des pâtes à tartiner pour enfants ultra transformées. Vous comprenez l'idée? On préfère un gâteau fait, voilà, par exemple un riz au lait industriel, mais qui est fait qu'à partir de vrais ingrédients et qui n'a pas d'émulsifiants, d'additifs, de colorants ou je ne sais quoi. Mais voilà, du coup, il y a un travail à faire tous ensemble quand même au niveau des consommateurs. Parce qu'il y a aussi une prise de conscience au niveau des consommateurs, ne serait-ce que vous parliez tout à l'heure de l'évolution, du travail de la femme, du fait qu'on ait moins de temps, donc sur le temps du midi, vous allez dire à quelqu'un de cuisiner, il va vous dire j'ai pas le temps, moi je prends un plat tout fait et ça va plus vite au micro-ondes, et on l'a tous fait, on peut pas, voilà, c'est aussi notre société qui veut ça, mais du coup, voilà, c'est un travail à faire aussi tous ensemble et peut-être dès le plus jeune âge pour réapprendre à manger autrement. Tout à fait, alors l'industrie peut jouer un rôle. Il y a de plus en plus de startups qui se créent, qui développent des aliments vraiment de haute qualité. Moi, j'en connais beaucoup. Donc, on sait faire des produits industriels qui ne sont pas ultra transformés. On sait le faire. Donc, c'est plutôt ça. Et je pense que c'est du gagnant-gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne, en fait. L'environnement va y gagner, la planète, les petits producteurs. Le consommateur et même l'industriel, parce que s'il fait des produits de qualité, ça va créer la confiance. Donc en fait, c'est comme disent les anglo-saxons, c'est du win-win-win. C'est-à-dire que tout le monde va y gagner en fait à long terme. Et contrairement à ce qu'on croit. Alors, par contre, là, je dois être honnête. Alors, aujourd'hui, le coût de l'alimentation tel qu'on le pratique n'est pas forcément très réaliste. C'est-à-dire que le panier alimentaire aujourd'hui sur le mois, je crois qu'ils ont fait un calcul, on est plutôt à 14%. Alors, les chiffres varient selon les sources. Hein, c'est entre 14 et 17% du budget. Mais c'était 34 à 35% il y a après-guerre. Donc, on a diminué de 15 à 20%. On va dire, on a divisé par deux, en gros. Mais c'est pas un coût réaliste. Voilà. Donc, mais peut-être un peu moins en ce moment. Donc après, ça peut être une question ça va être une question de choix. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qu'on veut porter? Et est-ce que dans notre acte de manger, on veut porter des valeurs pour l'agriculteur, la protection de l'environnement, la biodiversité, le bien-être animal, les traditions culinaires, etc. Donc voilà, est-ce qu'on est prêt à mettre un peu plus? Parce que franchement, les prix pratiqués, notamment dans les produits ultra transformés, ne permettent pas à tous les acteurs de la chaîne de valeur de vivre décemment. C'est pas vrai. Et donc, et puis le coût, en fait, on croit que c'est pas cher, mais en fait, c'est excessivement cher. C'est-à-dire à long terme, c'est très cher en termes de santé publique et en termes de coût environnemental. Donc en fait, c'est un faux bas coût parce qu'en fait, c'est très très cher. De répercussions. Ben oui. Et ça, c'est jamais pris en compte les répercussions. C'est-à-dire qu'on n'a pas une approche holistique. On croit que parce qu'on se focalise que sur le prix, mais si on met un peu plus cher avec des aliments vertueux pour la planète, pour les animaux, l'agriculteur, en fait, c'est pas cher du tout. Et donc, c'est cette équation qu'il faut essayer d'inverser, mais on porte un regard trop réductionniste, c'est-à-dire qu'on se focalise que sur l'aspect financier, mais c'est un très mauvais calcul à long terme, je pense, de raisonner comme ça. Il faudrait inclure le coût environnemental et le coût santé dans ce qu'on achète. C'est ce qu'on appelle un achat responsable, en fait. Oui, alors certains disent… Oui, vous avez raison. Certains disent consommer, c'est voter, en quelque sorte. Alors, voter, entre guillemets, évidemment, on s'entend, c'est-à-dire voter dans le sens où si je décide d'aller dans telle chaîne de fast-food, manger un hamburger ultra transformé, il n'y a pas de secret. On encourage la souffrance animale, on encourage un système alimentaire qui n'est pas vertueux pour la planète. Donc, on a quand même un pouvoir qui existe. Mais je suis conscient que c'est pas facile tous les jours, hein, parce que on est dans des environnements qui sont très obésogéniques et diabétogéniques, hein, en termes architectural, en termes de stress, de manque de sommeil, de sédentarité accrue. C'est-à-dire qu'on s'est créé des environnements qui sont très diabétogènes et obésogènes. Donc, c'est pas facile de lutter. C'est pour ça qu'une approche holistique est importante. Et une des premières mesures, sans doute, serait l'éducation à l'alimentation de 3 à 15 ans, c'est-à-dire du début du primaire à la fin du collège, pour former des générations de jeunes qui s'éveillent
à ce que j'appelle l'approche globale de l'alimentation. À cet âge-là, c'est pas la peine de s'attarder sur les nutriments, les parties glucides, lipides. Il faut plutôt parler de comment sont faits les aliments, quel est l'impact de l'acte d'achat, comment les reconnaître, comment on peut éventuellement les cuisiner. Voilà, c'est cette éducation holistique qui me paraît fondamentale. Et puis après, bon, pour ceux qui veulent se spécialiser, ils peuvent aller après sur les lipides, les glucides, les minéraux, les effets métaboliques. Mais bon, là, on est déjà un peu plus réductionniste et c'est plutôt pour des spécialisations, on va dire. Bien sûr. Et par rapport justement à votre position de scientifique et les échanges que vous pouvez avoir avec des industriels, mais aussi voilà, avec d'autres acteurs du système, vous êtes du coup assez positif pour l'avenir par rapport à l'évolution parce que vous, voilà, vous êtes de près à ce qui se met en place, au changement alimentaire. Bah, bon, moi, je suis optimiste de nature, donc c'est vrai que oui, je suis optimiste. Moi, je pense qu'on est rentré dans une 5e transition. Donc après, alors je les rappelle, hein, du cru au cuit, du paléo au néolithique, du traditionnel au transformé, du transformé à l'ultra transformé. C'est les 4 grandes transitions. La dernière étant la plus catastrophique en fait. Hein. Les 3 premières, bon, c'est autre chose. Mais la dernière est vraiment catastrophique. Hein, on peut l'observer sur la planète. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on entre dans une 5e transition qu'on pourrait appeler tout simplement vers une alimentation plus durable et plus holistique sans doute. Donc la question, c'est pas est-ce que ça va arriver, ça va forcément arriver parce qu'on va pas avoir le choix de toute façon. Hein, donc vu la situation de la planète, on va pas avoir le choix. Non, la question c'est plutôt à quelle vitesse on va y arriver. Si on fait rien, si personne n'agit, ça peut être très lent. Et puis si les gens se mobilisent, changent leur acte d'achat, on fait une éducation, on sensibilise les pouvoirs politiques. Agissent pour que finalement les vrais aliments deviennent moins chers que les aliments ultra transformés. Il n'y a pas de raison que des aliments qui ne sont pas très vertueux pour les systèmes alimentaires soient moins chers que des vrais aliments. Il y a un truc qui ne va pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que les vrais aliments soient accessibles au plus grand nombre. Donc tout faire pour que même les plus modestes puissent acheter des produits frais, de qualité, des produits complets, des grains et graines, de la viande de qualité, et inverser cette tendance en fait. Et là, ce sera. Alors, au début, c'est un peu difficile. Hein, c'est comme quand vous poussez une voiture qui est à l'arrêt. La force cinétique au départ est un peu plus importante, mais une fois qu'elle est lancée, il n'y a plus trop besoin de pousser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme se remettre au sport aussi. Au début, c'est dur. C'est exactement la même chose, oui. Voilà. Et puis, il y a un moment, ça paraît naturel. Donc là, on est. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Ça oui, bien fait, sûr. alors, vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, 30, 50 ans, ça fait sur le nombre d'années, voilà, avec l'évolution pour manger de cette façon, il faut repartir un peu en arrière, en étant dans notre société moderne. Voilà, c'est comment combiner modernité et tradition. En fait, c'est une forme de voie du milieu, toujours. Les innovations sont intéressantes quand elles vont dans le sens positif pour la planète, la santé humaine, mais une innovation pour inventer encore je ne sais pas combien d'aliments ultra transformés qui n'ont aucun intérêt pour la santé et pour la planète, c'est pas. Donc l'innovation n'est pas une valeur en soi, c'est ce qu'on va en faire et l'éthique qu'il y a derrière qui va faire si ça va être une valeur positive ou pas. Donc là, on est plutôt dans l'étape où on est en train de pousser une voiture à l'arrêt, on est un peu au départ, donc ça demande beaucoup d'efforts forcément. Mais si tout le monde s'y met, moi je crois que les industriels sont pragmatiques, donc comme les gens, c'est vrai, il y a une très forte tendance à plus de naturalité, entre guillemets, évidemment, parce que vous pouvez avoir du naturel toxique, il faut le rappeler. Il y a des champignons vénéneux. Donc, on va dire naturel dans l'idée, pas de revenir à l'époque du bon sauvage, mais plutôt naturel dans le sens des transformations plus simples, des listes d'ingrédients plus courtes. Vous voyez? C'est plus dans cette idée-là que les gens veulent plus de naturel. Donc ça me paraît fondamental. Et puis, je pense que, donc, pour être un peu au fait de ça, pour lire les articles, c'est vrai qu'il y a pas mal de chercheurs aussi en technologie alimentaire qui réfléchissent à des nouveaux traitements technologiques plus doux, ce qu'on appelle le minimal processing, qui permettrait finalement de moins modifier les matrices, mais tout en ayant des aliments qui se conservent assez longtemps. Parce que l'enjeu aussi, c'est comment les aliments ultra transformés, on a oublié de le dire, c'est des aliments souvent qui sont très très sûrs sur le point sanitaire et toxico, et qui se conservent très longtemps. Et donc l'enjeu, c'est bah oui, et vous mettez une barre chocolatée sur le haut dans votre étagère. 6 mois après, bon, peut-être le sucre aura peut-être un peu migré vers la surface, mais 6 mois après, a priori, vous pouvez la manger. Donc l'idée, en fait, c'est comment faire une production d'aliments plus bruts, moins transformés, mais qui pourraient se conserver assez longtemps. Voilà. Alors,
après, il y a un autre moyen, si on n'a pas de moyen de conserver longtemps, ça peut être les hautes pressions, par exemple, où c'est effectivement de consommer plus local. Parce que si vous consommez plus local, ça veut dire moins de transport. Et donc, le problème de la conservation se pose moins. Donc, il y a deux solutions. Voilà, c'est soit relocaliser des agriculteurs transformateurs, fragmenter la transformation, c'est-à-dire qu'on n'ait pas seulement quelques multinationales, mais plein de petits sites de transformation beaucoup plus locaux, donc ce qui permettrait de limiter les problèmes de conservation. Voilà, donc il y a pas mal de solutions. D'ailleurs, c'est intéressant parce que comme pour la matrice des aliments, c'est aussi un ensemble de facteurs, voilà, pour qu'on puisse mettre en place tout ça. Et Oui, voilà, c'est toujours cette oui, équilibre. il y a 1 an et demi, j'avais visité dans ma région un agriculteur, enfin plutôt un éleveur de vaches laitières, et qui faisait son propre yaourt et qui le vend. Il le vend dans la région. Donc peut-être certains agriculteurs, bon, je sais que c'est beaucoup de travail, hein, l'agriculture, mais certains peuvent très bien devenir des transformateurs locaux. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, il y a plusieurs solutions, soit faire une transformation plus respectueuse des matrices alimentaires, ou soit relocaliser et fragmenter la transformation. Voilà. C'est ça les solutions, je pense, les deux Parce axes. que j'ai écouté, vous parliez tout à l'heure du blé, du lait, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'avais écouté d'autres spécialistes, mais médecins, qui expliquaient que la problématique, c'était pas le lait de chèvre ou de vache à la base, c'est la transformation qu'il y a eu après. C'est-à-dire on peut manger un bon fromage, mais s'il y avait des problématiques de santé, c'était aussi toutes les transformations qu'il y avait eu derrière. Oui, alors, moi, c'est vrai que j'ai une hypothèse, parce que donc, les chercheurs fonctionnent en hypothèse, évidemment. Moi, j'ai une hypothèse de recherche, mais que je trouve intéressante et qui est quand même pas mal validée par les résultats scientifiques. C'est-à-dire que je pars du principe que tous les aliments comestibles que nous fournit la nature ne sont ni bons ni mauvais en soi. Mais par contre, ils peuvent le devenir par l'intervention de l'homme. Et l'homme agit toujours à deux niveaux. Il n'y a que deux niveaux, c'est la transformation et la quantité consommée. Donc ça veut dire que tout aliment qui va être ultra transformé et consommé en excès va devenir nocif, que ce soit un poireau, un fromage, une viande, du lait, des céréales. Et donc j'ai écrit à ce sujet d'ailleurs un article scientifique qui est un article d'hypothèse, hein, ce qu'on appelle des position papers ou hypothesis papers, mais j'ai développé l'hypothèse que, par exemple, l'augmentation de l'hypersensibilité au gluten non cœliaque, qui n'est ni l'intolérance ni l'allergie, qui est une troisième forme d'intolérance entre guillemets au blé, est plus liée à l'ajout massif de gluten partout, dans les texturants, dans les sauces, les pains industriels, et à la modification du gluten excessif par purification, transformation. Voilà, donc. C'est un article qu'on peut retrouver sur votre blog, sur votre oui, site. on peut le télécharger aussi, oui. Et puis, si vous voulez, voilà, et ce gluten massif rajouté partout, ultra transformé, associé à une alimentation de calories vides, pauvre en composés protecteurs, c'est quand même pas le meilleur cocktail qui soit. Donc, voilà, je trouve cette hypothèse intéressante parce que. Oui, c'est intéressant parce que j'ai eu plusieurs retours dessus sur. Il y avait la partie ultra transformée, effectivement, mais aussi la quantité. Mais même des produits bruts, vous en consommez tout le temps. À un moment, le corps, c'est un peu comme s'il rejetait le produit. Voilà, c'est un double levier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas ultra transformer l'aliment et le consommer en quantité modérée, pour ceux qui peuvent, dans le cadre des 3V. Donc, ça veut dire qu'un fromage. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas d'aliments et de groupes d'aliments à rejeter en soi. Qu'il n'y a pas non plus de super aliments. Mais qu'il y a, par contre, il y a des super régimes, par contre. C'est-à-dire, il y a une qualité globale qui existe. Et donc, voilà. Après, si quelqu'un se sent mieux, évidemment, en arrêtant les produits laitiers, il a raison d'arrêter. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, par exemple, je consomme des produits laitiers depuis que je suis tout petit. J'ai pas de problème. Donc, voilà, on ne peut pas généraliser. Cas, effectivement, là, on ne peut pas généraliser chaque cas individuel. Voilà, on rentre dans ce qu'on appelle la nutrition plutôt personnalisée, qui est un autre axe. Moi, mon job, c'est plutôt le plus grand nombre, hein, puisque, voilà, on raisonne plutôt sur le plus grand nombre avec des outils statistiques. Après, effectivement, s'il y a des gens qui se sentent mieux en arrêtant tel ou tel aliment, il a évidemment raison d'arrêter, il n'y a pas de souci. Mais après, alors, bon, moi, on va arriver. Oui, ouais. Pardon, je vous laisse. Non, je disais, moi, je suis pas dans le curatif, donc je suis plutôt dans le préventif. Donc. Non, mais je trouvais que c'était intéressant, justement, le lien que vous avez fait avec les aliments transformés et la quantité, parce qu'on oublie de le dire aussi au niveau de la quantité.
Ça peut concerner tous les produits. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, même si c'est une hypothèse. Voilà, si vous avez écrit dessus, c'est intéressant quand même. Oui, Alors, voilà, ça peut alimenter la réflexion, en tout cas, le débat. tout à fait. On va arriver à la fin de cet Oui. échange, Anthony. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter donc par rapport à tout ce qu'on a échangé ou sur votre livre même Bah oui, alors dans mon ouvrage, donc j'ai voulu porter donc à la connaissance du plus grand nombre ce dont on a parlé aujourd'hui en fait. Hein. Alors vous y trouverez à peu près 150 références scientifiques. Donc c'est vrai que c'est très référencé. Pour ceux que ça intéresse, donc vous y trouverez un peu plus détaillé ce qu'on a dit aujourd'hui, avec aujourd'hui aussi des choses, comme on dit, en bonus. Mais en tout cas, non, voilà, il y a 3 grandes parties. Il y a une première partie qui est plutôt grand public sur les aliments ultra transformés. La deuxième partie, qui pour moi est la plus importante, qui est la partie philosophique, c'est-à-dire conséquences des approches holistiques et réductionnistes dans la chaîne alimentaire et le lien avec les aliments ultra transformés, parce qu'en fait, l'aliment ultra transformé est le symbole de cette pensée réductionniste. Parce qu'en fait, quelle est l'étape suivante si on ne fait rien? Après l'aliment ultra transformé qui est raffiné, fractionné, recombiné, on aura le repas en poudre, on y est déjà, où on recombine les nutriments dans une poudre qu'on reconstitue avec de l'eau et qu'on mange tout seul devant son écran. Donc, c'est une triste. Voilà. Et l'étape suivante, ce sera quoi? Ben, ça peut être la gélule. C'est-à-dire que ce sera même plus 1 minute le repas, ce sera 10 secondes. Et donc, c'est ça le réductionnisme. C'est-à-dire qu'on réduit l'acte de manger qui est multidimensionnel et holistique au stade ultime de ce réductionnisme extrême qui serait une gélule, qui remplacerait le repas. Alors évidemment, ça remplacera rien du tout. Alors là, il n'y a plus la partie conviviale, il n'y a plus le partage, il n'y a plus… Voilà. Mais oui, mais c'est ça le principe du réductionnisme, c'est de s'intéresser aux parties, de les isoler et de couper les liens. Alors, c'est une démarche scientifique qui est très importante, qui est nécessaire, mais quand elle est comme ça déconnectée du réel ou de questions éthiques ou holistiques… Ou des lois naturelles, peut-être. Voilà, voilà… réduire un repas avec, qui implique d'échanger avec d'autres, on peut faire des connaissances, on peut partager dans un repas, on peut dialoguer, on peut découvrir des choses en discutant avec les gens. Donc, réduire cet acte qui est fondateur à un repas en poudre ou une gélule. Alors, évidemment, un repas en poudre, pourquoi pas une fois par semaine ou une fois par mois éventuellement, si on peut. Mais je veux dire, c'est d'une tristesse à mourir. Moi, je veux pas. On veut pas de ça, quoi. Donc, en plus, ça néglige un aspect très important de la physiologie humaine, la mastication. De mâcher. Ben oui, c'est lié à la satiété. Donc, consommer que les aliments que sous forme liquide ou de poudre, c'est pas du tout bon, en fait. Donc, il faut toujours favoriser les formes solides qui sont plus rassasiantes. Donc, ça, c'est très important aussi de le souligner. Voilà, c'est peut-être ce que je voulais rajouter. Bah écoutez, Anthony, merci une fois encore voilà, pour Merci. cet échange hyper riche de contenu. Moi, je vais préciser dans la description sous la vidéo qui va être publiée juste après, donc toutes les informations, votre site internet. Vous avez également une page Facebook, voilà, où on peut vous joindre. Oui. Des questions derrière, qu'on puisse… Oui, j'ai une page Facebook, j'ai un blog personnel où si les gens ont des questions, n'hésitez pas, je prendrai le temps. Je réponds à tout. Alors, des fois, ça peut demander quelques jours de délai, mais en général, dans les 2 jours, je réponds. Parfait. Donc, moi, je vais préciser tout ça. Je vais reprendre un petit peu quelques passages, justement, de notre échange. Je préciserai aussi votre livre. Donc, merci encore. Voilà, il y a beaucoup d'informations et la vidéo va rester sur la chaîne YouTube. Donc, l'intérêt, c'est que effectivement, les personnes qui n'ont pas pu participer à ce live vont pouvoir tout au long de l'année et tout le temps revenir voir la vidéo. Et puis, je partagerai également sur les pages de réseaux sociaux de Happy & Bio, Facebook, pour justement inviter à venir découvrir un petit peu toutes les informations que vous nous expliquez sur l'alimentation et j'espère toute notre future alimentation. Voilà. Oui, sur mon blog, il y a des vidéos de vulgarisation, il y a des articles pour tous les publics. Vous pouvez même télécharger certains articles qui sont libres de droit, il n'y a pas de souci. Donc, vous pourrez vous familiariser avec… C'est vrai que c'était dense, hein, on a dit beaucoup de choses. Je suis conscient de cette densité, mais je pense qu'il faut aller au fond des choses si on veut apporter des solutions durables et il ne faut pas rester en surface. Mais c'est très important d'avoir votre retour et le retour d'un scientifique aussi pour bien comprendre. On n'est pas simplement sur le fait de donner des bons conseils et appuyer sur aucune recherche. C'est quand même important. Oui, voilà, moi je ne suis pas diététicien, donc c'est plutôt le rôle du diététicien d'être sur le terrain. Moi j'essaye d'apporter le fruit de mes travaux et de mes réflexions.
Voilà, parce que donc je souhaite promouvoir un logiciel plus holistique de l'alimentation qui me paraît fondamental si on veut vraiment changer la donne, mais en allant au fond des choses, voilà, de ne pas rester en surface. Dans tous les cas, merci beaucoup Anthony pour tout ce que vous faites et tout ce que vous avez fait en termes de travaux de recherche et scientifiques. Et moi, je vous dis à très Merci, Valérie. bientôt, avec plaisir pour une Ouais. nouvelle interview alors. Merci Bonne Valérie, soirée à merci vous. à ceux qui Merci à nous ont tous. écoutés. Merci, à bientôt, Merci. au revoir. Au revoir.